Parce que la personne me l'a dit à ce moment-là. Ah, d'accord. Ah, il fait froid? Vous voulez mettre un peu de chauffage, non? Non, ça va, je prends. Ah, on peut mettre un peu de... Ouais. Alors, je vous remercie d'être venu ce soir à Parole donnée numéro 107. Dans la langue française, le mot attention a plusieurs sens et l'expression attention à l'autre est très ambiguë, ce qui n'est possible qu'en français. Parce que ça peut vouloir dire à la fois prêter attention d'une façon bienveillante ou se méfier d'autrui. Hein. En anglais, on ne dirait pas ça, on dirait beware of others. Si vous dites attention aux autres, comme vous dites attention aux chiens ou attention à une bête méchante. Et très souvent d'ailleurs, il se peut qu'une personne dont on se méfiait au départ, dont on voulait prendre garde, s'avère très proche. Vous n'avez peut-être pas forcément fait de latin, mais il faut savoir que hôte et hostile ont exactement la même origine. Il y en a un qui signifie que quelqu'un est donc amicalement accueilli chez nous, et hostile, ça veut dire que c'est un ennemi. Parfois, les meilleurs protagonistes sont ceux qui au départ étaient antagonistes. Et je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Actuellement, le couple franco-allemand en Europe est un exemple de concorde entre deux peuples, alors qu'avant c'était les pays les plus discordants en Europe. Et donc l'autre est parfois la personne qui nous paraît la plus étrangère, la plus éloignée de ce qu'on est. Tout à l'heure, on écoutera le rapport de cette table, l'autre c'est moi. Et la raison pour laquelle on doit prêter attention à autrui, c'est que les personnes avec lesquelles on va souvent le plus loin, rien n'indique au départ qu'elles peuvent être si proches. On peut être surpris de voir combien la personne justement que l'on méprisait, que l'on regardait d'une façon un peu étrange, peut s'avérer en fait extrêmement proche de nous. Alors, il y a plusieurs raisons de vouloir être attentionné et bienveillant. Des raisons d'ailleurs que Jean-Paul Sartre ignorait, puisque vous savez que lui-même, il est fameux pour cette phrase « l'enfer, c'est les autres ». Parce que Sartre est persuadé que l'attention d'autrui n'est jamais bienveillante. Quand autrui me regarde, d'après Sartre, c'est toujours pour me juger, pour me mettre des étiquettes. Bon, Sartre n'a pas tort. Ça peut arriver quand, même avec les meilleures intentions, pour mettre un peu des gens dans des catégories, pour se familiariser avec eux, bon, on les met dans les grandes catégories qui nous sont familières. Parfois, ça permet d'engager la conversation. Mais Sartre détestait ça. Et il nous oblige en fait à regarder chacun d'une façon tout à fait authentique, à être surpris même si on est mal à l'aise. Alors, d'autres philosophes trouvent qu'au contraire, le rapport à autrui est bienfaisant. Karl Jaspers disait « Nous ne devenons nous-mêmes que dans la mesure où l'autre devient lui-même ». Jérémy Rifkin, qui a écrit Le rêve européen, « Être libre, c'est avoir accès à de nombreux liens d'interdépendance. C'est l'inclusion qui amène la sécurité. Appartenir plutôt que s'approprier. » Et Dietrich Bonhoeffer, vous voyez qui c'est? Personne ne voit? Non? Ben, c'était un pasteur allemand qui, au départ, ne s'intéressait absolument pas à la situation des Juifs. C'était un grand pasteur luthérien et il était très sûr de lui, de sa foi. Et c'est pendant les atrocités nazies que petit à petit, alors lui qui n'avait jamais été sensibilisé à la question juive, ça lui était complètement indifférent en fait. Il a tellement pris fait et cause pour les atrocités dont les Juifs étaient victimes qu'il s'est volontairement mis dans une situation où il a été placé dans un camp de concentration, où il est mort.
Et il a fini par en faire une cause très très forte. Il pensait que les protestants allemands avaient une responsabilité dans ce qui était arrivé aux Juifs, et que le meilleur moyen pour lui de montrer sa solidarité, c'était de les accompagner jusque dans la mort, en fait. Ce qui est un choix qu'on peut trouver extrême, mais lui-même, en fait, a fait ce choix. Alors, d'autres raisons d'être attentif à autrui. Hier, on a reçu un garçon ici qui a été contacté par la maman de Benoît, et il étudie les maths à un très haut niveau, et il est passionné par les maths. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est un garçon qui est assez altruiste aussi, et il m'a expliqué que assez jeune, il s'est mis à faire du soutien scolaire. Et je lui ai dit, mais ça t'apporte quoi en fait d'enseigner les maths à des gens qui sont pas trop doués, quoi? Il m'a dit que, bon, dans un sens, c'est gratifiant parce que, tout simplement, s'il les amène à avoir des bonnes notes, lui, il est content pour eux et pour lui aussi. Mais ensuite, il m'a dit autre chose. Il m'a dit que, très souvent, les gens qui ne connaissent pas les maths, ils posent des questions qui ont l'air idiotes pour un matheux spécialisé. Questions mais vraiment bêtes, quoi. Mais lui, il trouve jamais que les questions sont bêtes. Et il s'est aperçu que parfois, des questions qui paraissent bêtes, finalement, un matheux trop spécialisé, il ne sait même pas répondre. Il dit, mais c'est idiot comme question, mais la personne lui dit, réponds-moi alors. Et en fait, il s'est aperçu que s'il essaye vraiment de donner des réponses sincères, eh bien, lui-même, il apprend des choses en mathématiques. Et donc, c'est curieux parce que, dans un sens, il faut être humble pour ça. Un matheux, il pense qu'il va progresser avec d'autres matheux encore meilleurs que lui. Mais il m'a dit que parfois, ça lui est arrivé de découvrir des choses avec des gens vraiment d'un niveau assez bas en maths. Mais justement, qu'il lui posait des questions toutes fraîches et toutes bêtes. Alors, une des raisons de s'intéresser à autrui, c'est que, c'est un peu ce que disait René Descartes. L'amour est une émotion de l'âme qui l'incite à se joindre de volonté aux objets qui semblent lui être convenables. Imaginez un tout dont on est seulement une partie et que la chose aimée en est une autre. Il arrive que, avec quelqu'un, même qui était étranger, on forme un tout qui est bienfaisant. Hier, par exemple, ce garçon, quand il est arrivé, je l'ai accueilli, je me suis trompé sur son apparence. Il était avec des bouquins genre Harry Potter. Et puis, j'ai plaisanté un peu sur sa tenue, parce que je voulais me mettre à l'aise avec lui. Et puis, j'ai vu qu'il n'aimait pas trop mon style. Et plus tard, en voyant vraiment son très haut niveau en mathématiques et tous ceux qui l'intéressaient, j'ai regretté ma première réaction, quoi. Je me suis dit, finalement, ce gars, il aurait très bien pu ne pas rester, en se disant, vraiment, la personne, elle a pas d'intuition, quoi, c'est clair. Et je me suis aperçu que cette personne vraiment, c'était comme dans un film, quoi. On est resté longtemps ensemble, et il se sentait tellement bien ici. Et plus on avançait dans la conversation, plus je me disais, c'est heureusement que cette personne est venue me voir aujourd'hui. Je ne peux pas imaginer que ma journée se serait passée de la conversation profonde qu'on a eue. Et je me suis dit, si la maman de Benoît n'avait pas été là dans la rue pour m'amener cette personne, j'aurais pas eu une journée aussi enchanteresse. Et ça m'a fait réfléchir parce que une conversation si profonde, pour moi, ça n'a pas de prix. Vraiment, quand j'ai réfléchi à la journée d'hier, je me dis, mais c'était un rêve ou quoi? C'est 2h30 que j'ai passé avec lui. Et pourtant, au départ, c'est tellement artificiel. Pourquoi est-ce que la maman de Benoît, qui est japonaise, elle n'a rien compris à notre conversation, elle? Tout ce qu'on disait, c'était du charabia. Mais c'est pas moi qui ai contacté ce garçon. Sa maman. Elle est allée... Alors, imaginez la coïncidence pour que lui, il passe par là, que sa maman soit là ce jour-là. Ça fait réfléchir quand même. Alors, Descartes, il limite ça à un plan horizontal. Il dit que finalement, si je suis attentionné à cette personne, c'est pour des raisons purement horizontales.
Et le poète Paul Claudel, il parlait de la co-naissance. C'est-à-dire que souvent, une personne nous révèle qui nous sommes. Le philosophe allemand Hegel va plus loin. Il ajoute une dimension verticale. Certes, il dit que dans l'amour, le vivant sent le vivant. Donc, parfois, les deux personnes se révèlent mutuellement, c'est comme un flash. Mais lui, il va plus loin. Il dit le processus est unité, séparation des opposés, réunion. C'est-à-dire que quand deux personnes sont en communion très forte, eh bien, il leur arrive de sentir la présence de Dieu. Ce n'est pas simplement une relation humaine, mais ça peut arriver que Dieu se révèle lorsque deux personnes se rencontrent. J'en ai eu l'expérience moi-même à Jérusalem en 2004. Nous étions, c'était des gens de plusieurs religions qui étaient là. Il y avait des juifs, des musulmans et des chrétiens. Et c'était des gens qui avaient tous des très très fortes convictions, chacun dans leur domaine. Ils étaient d'accord sur rien au plan théologique. Les musulmans, les juifs, les chrétiens, ils n'ont pas du tout la même vision des choses. Mais on s'est trouvé à certains endroits, par exemple devant le mur des lamentations ou dans d'autres lieux, et plusieurs ont dit, vraiment, si je n'avais pas été avec ce groupe-là, eh bien, j'aurais manqué une expérience avec Dieu que je n'avais pas. Il y a tout un aspect de Dieu que j'ai découvert, justement parce que des gens très différents de moi étaient là ensemble. Et parfois, donc, pour qu'on puisse vraiment progresser dans notre relation avec Dieu, il faut aller à la rencontre de gens qui ne sont pas du tout comme nous, qui ne pensent pas du tout les mêmes choses que nous. Et en fait, à l'origine, les juifs, les chrétiens et les musulmans, ils ont le même ancêtre qui est Abraham. Maintenant, ils sont devenus très différents au fil des siècles. Il y a des murs qui les séparent. Mais il y a des occasions, notamment en Terre Sainte, la patrie d'Abraham, où les gens qui étaient divisés peuvent se retrouver. Aujourd'hui, c'est un des pays les plus tragiques du monde. La terre promise est devenue une terre pleine de tragédies, où il y a finalement des flots de haine. Mais si les gens vont là-bas dans un but de paix, à Jérusalem, eh bien c'est peut-être l'un des endroits au monde où Dieu peut le plus se révéler. Et ce qui m'a frappé d'ailleurs en allant dans ce pays, c'est que, et bien sûr, il y a des choses tragiques, mais lorsque je suis allé en Galilée, j'ai trouvé que c'est vraiment l'une des régions les plus paisibles de la planète. À 70 km, c'est Jérusalem, et encore plus loin, c'est les territoires occupés, il y a des barbelés partout, des armes partout. Mais dans ce pays, vous trouvez aussi l'essence de la paix. Quelque chose qui... Enfin, l'amour de Dieu à l'état le plus pur, quoi. Et l'une des raisons pour lesquelles ce pays est si important, c'est que, dans un sens, c'est le pays de Dieu. C'est le pays où Dieu se révèle d'une façon si profonde. Et ceci a tellement de prix et de valeur que dans ce pays, il y a des souffrances extrêmes. Mais justement, les gens ne voudraient pas quitter ce lieu, parce que justement, c'est peut-être là que Dieu va se révéler le plus. Alors, dans les principes de l'unification, on parle des 4 grandes sphères du cœur, et on dit que la famille, c'est l'école de l'amour. Donc, la famille, c'est une école de l'attention affective. Il y a différentes formes d'attention qui sont liées aux 4 grandes formes d'amour. Et notamment, les parents doivent savoir rendre leurs enfants très attentifs et attentionnés. C'est-à-dire qu'il y a une certaine façon des parents de se comporter vis-à-vis des enfants qui fait que les enfants vont devenir attentionnés. Et aussi dans les relations entre frères et sœurs, entre mari et femme, et entre parents et enfants. Bon, certains ont dit qu'être attentionné, c'est naturel. En général, ça vient de la famille. Personnes qui ont de très fortes racines familiales
qui se sentent vraiment bien chez eux, bon, en général, ces personnes n'ont pas trop de difficultés à être attentionnées, parce qu'ils ont vraiment appris ça dans le foyer familial. Si on n'a pas appris ça dans son foyer, c'est vrai que c'est difficile. On peut faire des efforts pour être attentionné, pour être sensible, mais s'il y a une certaine froideur dans les rapports familiaux, c'est assez artificiel d'être attentionné. Et spécialement s'il y a des blocages entre parents et enfants, ou entre certains frères et sœurs, c'est comme si on avait des blancs affectifs. Il y avait des personnes avec lesquelles on ne sait pas trop quoi faire parce qu'on n'a pas trop appris dans sa famille. Alors, parlons un tout petit peu de l'attention des enfants. En fait, les enfants, vous avez vu, ils sont extrêmement observateurs. Ils ouvrent des grands yeux, ils écoutent tout. Et c'est pour ça que les parents font attention, parce que les enfants, c'est des vraies éponges. Ils absorbent tout. Et l'enfant, au départ, il a de la vénération pour ses parents. Donc ses parents sont comme des dieux pour lui. Tout ce qu'ils font, c'est forcément... il n'y a que comme ça qu'on fait. Et les parents déteignent énormément sur leurs enfants. Donc, en fait, inconsciemment, nous sommes portés à reproduire les gestes, les intonations, les tics des adultes. Alors, pour un enfant, c'est à la fois très formateur, mais ça peut aussi être gênant. Certains enfants, par exemple, sont tellement fascinés par leurs parents qu'ils ne peuvent pas se détacher. Et même les parents sont embarrassés. Bien sûr, les parents souhaitent que leurs enfants leur ressemblent, mais parfois c'est trop. L'enfant est étouffé. À force d'observer ce que font ses parents, il ne peut pas développer sa personnalité. Finalement, en dehors du cocon familial, il n'est pas à l'aise. Donc c'est très important que les parents transmettent quelque chose, montrent l'exemple, mais à un moment donné fassent comprendre à l'enfant qu'ils ne sont pas absolus, qu'il y a d'autres modèles possibles. Sinon l'enfant va être trop dans un seul sens. Il y a aussi par exemple des étudiants qui sont fascinés par leurs professeurs. Et ce n'est pas bon non plus. C'est très bon qu'ils respectent, mais un professeur ne doit pas abuser. Certains professeurs sont tellement charismatiques. Ils ont vraiment un impact énorme sur leurs élèves. Mais le professeur lui-même doit parfois démolir le modèle. Dire à ses élèves, mais je ne suis pas Dieu. Je suis passionné, mais écoutez d'autres professeurs. Écoutez d'autres sons de cloche. Développez l'esprit critique. Bon, on sait que, justement, dans certains pays, l'imitation des chefs a été fatale. Les gens étaient tellement fascinés par certains professeurs. Il y a par exemple un film de Hitchcock qui s'appelle La Corde. Et dans ce film de 1948, il y a un élève extrêmement brillant qui commet un meurtre gratuit. Parce qu'il a été fasciné par les théories de son prof de philosophie, un adepte de Nietzsche. Donc c'est un film qui se passe dans une grande tour à New York, dans une seule pièce, c'est du théâtre filmé. C'est d'ailleurs une prouesse de Hitchcock, parce que le film a été tourné dans une seule pièce. Et je crois qu'il n'y a que 5 plans dans le film. Déjà, sur le plan technique, c'est une vraie prouesse. Et donc ce meurtre, c'est un meurtre gratuit. Il a tué un de ses condisciples pour le simple plaisir de tuer. Et en fait, il a invité son professeur ce jour-là pour lui offrir ce crime. Et finalement, le professeur lui-même va le dénoncer à la police en disant, mais les cours de philo, c'est une chose, mais la loi, c'est autre chose. Et donc, c'est très important que les parents et les professeurs, toutes les personnes d'autorité soient, scrupuleuses. C'est normal d'être attentionné vis-à-vis des parents, vis-à-vis des professeurs, de faire très attention, mais en même temps, il faut parfois se détacher. Alors, une autre chose qui est importante pour l'enfant, c'est que l'enfant, il a une personnalité qu'on appelle narcissique et histrionique. C'est-à-dire, c'est un comédien. L'enfant, il veut attirer l'attention des parents très très fort. Alors, pour les parents, là aussi, c'est important d'être dans le juste milieu. Certains parents sont fascinés par leurs enfants, par leurs petits rois, quoi. Et il y a des parents qui vont vraiment... je voyais par exemple l'autre jour un concours
c'est des mini-miss aux États-Unis. Certaines mères deviennent totalement idolâtres de leurs enfants. C'est des vraies poupées, elles les montrent dans des shows, elles sont tellement maquillées avec des robes, etc. Et c'est dangereux en fait pour l'enfant, parce que très tôt, la petite fille est exposée au regard, hyper maquillée, hyper sexualisée même. Et les mères sont parfois tellement fières d'exhiber leur fille comme ça. Mais en fait, il y a quelque chose qui, au départ, c'est pas méchant, mais ça peut devenir très dangereux en fait pour le développement de l'enfant. Donc c'est normal que l'enfant soit roi, parce que les enfants sont effectivement des rois. Les enfants sont des êtres merveilleux, ils vivent dans un univers poétique, ils ont des jeux extraordinaires, et donc les adultes sont captivés par ça, mais il ne faut pas non plus exagérer. C'est-à-dire que les parents doivent, malgré tout, faire la part des choses, ne pas trop gâter les enfants, et dire aussi que bon, c'est la fin de la récréation, c'est la fin du jeu, donc trouver le juste milieu. Et c'est important parce que d'un autre côté, des parents qui ne mettraient pas suffisamment en valeur leurs enfants, l'enfant parfois ne développera pas sa créativité. Il va pas développer son imagination parce que bon, les parents n'ont pas tellement fait attention à ses jeux, à ses mimiques, à tout son cinéma. Alors une autre chose qui peut jouer beaucoup, c'est les attentions entre frères et sœurs. Et là aussi c'est délicat, parce que parfois, disons que par exemple la valeur d'exemple, les parents veulent vraiment, dans une famille, s'il y a un des frères ou sœurs qui montre l'exemple, pour les parents c'est précieux. Ils peuvent dire aux autres, tiens, regarde ton frère comment il fait, prends exemple sur lui. Et parfois c'est bien. Mais parfois, l'enfant va mal le prendre. Il va se dire, ah, d'accord, papa, il aime son petit chéri, là, j'ai bien compris le message. Ah ouais, il est vraiment mignon. Là. Ben, moi, j'ai pas envie de faire comme ça. Donc, c'est aussi très délicat, parce que certains enfants, justement, peuvent se sentir très dévalorisés, en voyant que les parents misent tellement d'espoir sur l'un des enfants. Au lieu de créer une émulation, ça va créer de la rancœur, de la jalousie. Parce qu'un des enfants va se dire, ben moi, on ne fait pas attention à moi. Les parents n'ont de Dieu que pour un tel ou un tel. Il y a aussi certains parents qui sont extrêmement attentionnés pour un enfant malade. Et c'est normal. Ou un enfant a problème. Et là aussi, les psychologues disent de faire très attention. Par exemple, certains parents ont un enfant très gravement handicapé, un handicap moteur ou comment dire, mental. Donc, évidemment, ils donnent tout pour cet enfant-là, mais ils ne doivent pas non plus négliger les autres enfants. Ça, c'est extrêmement délicat, et souvent, ces familles ont besoin d'énormément d'aide. D'autant plus que parfois, les parents peuvent devenir fous lorsque les enfants ont trop de difficultés. Les parents eux-mêmes s'impliquent tellement pour sauver leur enfant qu'ils sont traumatisés psychiquement. Ils se culpabilisent, etc. Et du coup, ils n'ont plus assez d'énergie ou d'attention pour certains autres enfants. Mais dans le meilleur des cas, cet amour entre les frères et sœurs peut être merveilleux. Parce que dans les familles qui sont bien organisées, on voit les aînés qui prennent vraiment soin des plus petits. Et très souvent, quand on voit des reportages sur les pays du tiers-monde, on est émerveillé par l'exemple des grandes familles. Nous, en Occident, on a des petites familles de 2, 3, 4 enfants. Mais dans certaines familles, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, on voit des aînés qui prennent soin très très profondément des petits. Je vois que Adèle hoche la tête. Et donc il y a des familles où certains aînés sont vraiment exemplaires. En Asie, avant, il y avait beaucoup de récits comme ça, où l'aîné s'est totalement sacrifié pour aider les petits frères et sœurs à réussir. Certains aînés, finalement, ne sont pas allés à l'école ou n'ont pas eu une belle vie, parce qu'ils voulaient aider papa et maman à amener les plus jeunes vers la réussite. Et aussi, parfois, c'est très touchant de voir les petits qui veulent attirer l'attention des grands.
dans une famille ou entre amis à l'école, hein. Parfois les plus petits, ils veulent tellement briller aux yeux des plus grands, hein, s'évertuer à faire des prouesses pour que les grands s'intéressent à eux. On en arrive à l'attention conjugale. Alors, justement, l'amour conjugal doit être extrêmement attentionné. Hein. Et c'est un amour qui est horizontal, exclusif et qui comporte la sexualité. Alors justement, ce qui arrive souvent, c'est que l'un des conjoints ne sent pas vraiment qu'il est l'élu ou incomparable. Ça peut arriver que finalement le conjoint sente que au fil du temps, il devient simplement un ami, hein, mais il n'a plus cette vertu qui le rendait tellement incomparable au début du mariage. Tout à l'heure, je regardais sur un site de psychologie, c'est une femme qui se plaint. Moi, je craque car il n'y a rien à faire. Il n'arrive pas à me surprendre. Jamais. C'est un père super, il est câlin, à l'écoute, mais côté surprise ou attention, rien à faire. Donc c'est une femme qui n'est pas contente parce que comme beaucoup d'épouses, elle se dit, ben voilà, au début, mon mari, il a tout fait pour me conquérir, mais finalement, maintenant qu'il a trouvé sa femme, ben, il est satisfait, il ne me fait plus la cour, quoi, il ne fait plus tellement attention. Mais alors, là aussi, il y a des limites, parce que d'un autre côté, l'amour conjugal ne doit pas être possessif. Et parfois, il y a des conjoints, justement, alors, ça dépend des couples. Certains sont tellement touchés lorsque le conjoint est aux petits soins, toujours tout près, mais il y en a qui n'aiment pas du tout ça. Certains maris n'aiment pas quand leur femme est toujours derrière eux, à voir s'il va bien. Ça va, tu n'as pas froid, mon chéri? Tu as mis ton manteau? Regarde, attends, je vais t'arranger avant que tu ailles au travail. Il y a des maris vraiment, à la limite, ils vont dire, mais oh, bah les pattes là. Ça dépend. En fait, il y en a, ils adorent ça. Ils adorent une femme qui est super, super attentive. Et parfois, la femme reproduit ce qu'elle a vu sa mère faire. Mais justement, il faut faire très attention, parce que certains conjoints trouvent ça très collant, finalement. Ou alors, ça peut arriver que la personne, croyant bien faire, elle devient vraiment possessive. Aussi, le fait est que le conjoint évolue. Et il ne faut pas... Souvent, la personne veut garder l'image de son conjoint quand il ou elle était jeune. Or, nous évoluons, nous mûrissons. Chacun développe sa créativité. Et on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit toujours la même personne au début du mariage. Donc, ce sont des choses importantes. Alors, l'amour parental, normalement, c'est l'amour le plus attentionné. Pardon. Et ce qu'on peut dire, c'est que déjà, les parents, ils revoient leur vie dans leurs enfants. Et souvent, nos enfants nous rappellent beaucoup lorsque nous avions leur âge. Et aussi, le mari, quand il voit sa fille grandir, parfois, il comprend mieux sa propre femme, à condition d'être observateur. En voyant sa fille qui grandit, il voit la genèse de celle qui est devenue son épouse. En fait, il revisite l'amour conjugal en voyant sa fille grandir. De même, la maman, en voyant son fils, elle comprend mieux son mari. À condition d'être observateur, justement, d'être près des enfants et de faire attention à leur croissance. Une autre chose, c'est que les parents doivent s'assurer que les enfants sont attentionnés les uns aux autres. Et c'est pour ça que les réunions de famille sont importantes. Parfois, les enfants, ils s'embêtent dans les grandes réunions de famille, etc. Mais pour les parents, c'est très important de rassembler les enfants et de voir si, quand les uns et les autres sont mariés, est-ce que les enfants restent attentifs les uns aux autres. Bon, par exemple, il y a des familles vietnamiennes qui sont dispersées dans le monde entier. Moi, j'ai connu beaucoup de cas comme ça. Après 75, ils ont quitté leur pays. Donc, il y en a, ils sont à New York, à Montréal, à Paris, à Sydney.
Et donc les parents sont un peu déchirés parce que la guerre a fait que les enfants sont séparés les uns des autres. Mais les réunions de famille peuvent être très très fortes, parce qu'ils célèbrent le moment où ils se retrouvent. Il y a d'ailleurs une tradition au Vietnam, c'est que souvent ils gardent le cordon ombilical de chaque enfant. C'est vraiment une tradition qui m'a beaucoup surpris dans ce pays-là. Et c'est considéré comme un objet vraiment précieux dans la famille. C'est un souvenir du lien qui a uni tous les enfants à leurs parents. J'ai entendu plusieurs parents vietnamiens me parler de ça, ça m'a toujours énormément surpris. Nous, ça nous paraît curieux, quoi. Mais en fait, on peut apprendre des autres cultures. Et aussi, les parents sont toujours soucieux que les enfants soient attentionnés aux étrangers. Et un autre point, c'est que chaque parent doit s'efforcer d'aimer son enfant personnellement, de prendre du temps avec eux. Alors pour terminer, pour faire attention à autrui, mais comment? Dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, il y a ce verset. « Veillons les uns sur les autres pour nous stimuler dans l'amour et les bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Parfois, ça peut arriver que je veuille m'occuper de quelqu'un qui habite très très loin, dans un autre pays. Et pour une raison ou pour une autre, cette personne qui est si loin, à des milliers de kilomètres, je me dis un soir, cette personne c'est moi, je voudrais l'aider. Mais finalement, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas de moyens. Et donc, parfois, pour aider cette personne qui est très loin, je vais devoir trouver quelqu'un dans ma communauté, dans mon église, dans mon association, et pas forcément la personne la plus aimable, pas forcément celle avec laquelle je m'entends le mieux. Et c'est peut-être avec cette personne que je vais créer une dynamique. Je vais la voir et je lui dis, tu sais, je suis concerné par cette personne et je ne sais pas quoi faire, et toi tu peux peut-être m'aider. Ah oui, effectivement, j'ai quelqu'un dans ce groupe-là qui va peut-être te mettre en relation avec cette personne qui connaît une telle, et ainsi, petit à petit, va se mettre en place un effet d'entraînement. Et c'est pour ça que dans l'Épître aux Hébreux, Paul dit que nous devons vivre dans nos communautés. Alors c'est une réflexion qui est devenue cruciale aux États-Unis. Parce que les États-Unis sont en train de revoir actuellement leur système qu'on appelle le melting pot. Ils se sont aperçus que ça a eu un certain effet jusqu'à récemment, mais maintenant ils changent vers un autre modèle qu'on appelle le salad bowl. Je vais vous expliquer un petit peu la différence. Au départ, les gens allaient aux États-Unis pour qu'on ne fasse plus attention à eux, qu'ils ne soient plus jamais stigmatisés. Ils voulaient aller dans un pays où on ne fait pas attention à votre origine. Vous pouvez commencer une vie nouvelle. Et tout le monde repart sur un pied d'égalité. C'est ça qu'on appelle le melting pot. C'était le modèle républicain américain. Tous deviennent des Américains. Et on oublie totalement leurs origines. Ils deviennent de vrais Américains. Et ça a marché pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, la société américaine est trop atomisée. Finalement, beaucoup de gens sentent qu'ils sont, comment dire, ils sont dans une immense masse américaine, des millions et des millions de personnes, mais c'est une société anonyme. Et c'est pour ça que beaucoup de sociologues aux États-Unis remettent en cause le melting pot. Le melting pot, c'est ça. C'est que tous sont libres et égaux, mais c'est des atomes qui sont sans appartenance. Alors le salad bowl, c'est différent en fait. C'est que chacun va se retrouver dans sa communauté, et ce sont ces communautés en fait qui sont solidaires les unes des autres. Alors en fait, il faut un peu des deux. Il faut un mélange du melting pot et du salad bowl. Parce que si tous les gens se regroupent uniquement par communauté, ça n'est pas forcément bon non plus. Donc c'est un point qui doit nous faire réfléchir, quoi. Alors finalement, on termine avec cette phrase de Federico Mayor, et pour cela nous allons
demander à la table 3 de nous dire ce qu'ils ont trouvé là-dessus. Merci beaucoup. Merci.